Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante. Une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centré sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose 2 choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Aujourd'hui, je reçois Olivier Larigaldi. Olivier est le CEO de John Paul. Bienvenue Olivier. Bonjour Marine. Bon, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va super. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire chez John Paul ? Quel est ton parcours ? Qui es-tu ? Chez John Paul, je viens avant tout prendre du plaisir. C'est une boîte qui est magique, un métier qui est formidable. Et c'est très 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 sympa. C'est la première fois qu'on va avoir ce type d'entreprise sur le podcast. Alors, qu'est-ce que John Paul finalement ? John Paul, c'est une entreprise de conciergerie qui fait de la relation client. C'est-à-dire qu'on opère complètement en marque blanche et on opère en B2B2C. Donc, on a 2 types de clients. On a le membre final, le C final, qui est le client qu'on sert au quotidien. Et on a le B du milieu, qui est une marque, souvent des grandes marques très prestigieuses, qui achètent nos services pour les mettre à disposition de leurs meilleurs clients, pour créer un lien entre elles et leurs meilleurs clients. Ok. Et pourquoi est-ce que les marques, elles lancent des dispositifs de conciergerie ? Je ne sais pas si c'est comme ça que vous les appelez, mais... Si, pour une raison, on a un petit côté romantique. Nous, on dit que c'est pour créer de l'amour entre la marque et son client. D'accord. Des fois, c'est un petit peu plus pragmatique, ça peut être des enjeux de fidélisation. Et en fait, sur chacun de nos clients, on fait que de sur-mesure. Et on commence par vraiment comprendre quel est l'objectif du client. Et tu peux avoir beaucoup d'objectifs différents. Je vais t'en donner quelques exemples. Le premier, qui est celui qui a été historiquement celui des métiers de John Paul, c'est tout simplement enrichir un produit, enrichir un service et permettre de la segmentation. Donc typiquement, dans ces cas-là, nos services sont partie intégrante du produit de la marque. Typiquement, si vous avez la chance d'avoir une carte Visa Infinite, vous avez tous les services de conciergerie qui sont inclus dans cette carte, offerts. Donc ça fait partie du package, ça fait partie du service. Et ça permet de valoriser le service, ça permet d'augmenter la proposition de valeur. Et ça permet également de segmenter votre gamme. Donc entre une Visa Premier, une Visa Platinum, une Visa Infinite, le degré de service qui est proposé en supplément diffère sur un principe de poupée russe. Et donc, ça donne une cohérence de gamme complète à l'ensemble de l'offre Visa. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on se retrouve à créer des histoires d'amour entre des marques et des clients ? Tu faisais pas ça à la base ? Oh non. J'ai vendu des tournevis, j'ai fait de l'informatique, j'ai même été trader sur produits dérivés pendant une journée. Très bien. C'était un petit peu l'origine de ma carrière à New York. J'ai fait une journée de trading puisque moi, ce que j'aimais, là où j'étais fort, d'ailleurs, le seul truc que je savais à peu près faire, c'était les mathématiques. Et puis, j'étais très déçu de la journée, donc j'ai posé ma démission et j'ai pris mon petit avion pour rentrer à Paris et faire du conseil en strat. Ok. Écoute, tu savais ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas. En tout cas, je savais ce que je voulais pas. Oui, ce jour-là, tu savais ce que tu ne voulais pas.
Voilà. Et puis après, ça a été des rencontres, des passions, des envies. Et c'est un peu comme ça que j'ai guidé ma carrière, hein, qui finalement est pas très cohérente, mais très riche. Et tous les matins, quand je me lève, je suis heureux d'aller bosser, ce qui est quand même le principal. C'est clair. Et alors, t'es arrivé il y a combien de temps chez John Paul? Je suis arrivé il y a 3 ans maintenant déjà. D'accord. Ça passe vite. Et on a repris l'ensemble, on a reposé les bases de la qualité opérationnelle, on a reposé les bases de la sécurité informatique. Et vu nos métiers. Gros sujet chez vous du coup. Ouais, c'est des sujets hyper importants. On doit être dans l'excellence opérationnelle, on doit être dans l'excellence du service. Et vu les données qu'on traite, puisque finalement on a des données personnelles assez sensibles, on se doit d'avoir un degré d'exigence sur la sécurité informatique et la sécurité des données qui est l'équivalente de celle que vous connaissez dans les grandes banques, ce qui, pour une petite boîte comme nous, est un vrai enjeu. Et c'est là que c'est très bien d'avoir un actionnaire comme Accor qui nous donne la puissance de faire ces choses-là. Et justement, j'aimerais bien que tu me donnes quelques chiffres sur John Paul, son historique, on va dire la partie un peu institutionnelle, déballe le dossier de presse, si tu veux. Le dossier de presse. Alors, John Paul, c'est d'abord et avant tout 400 concierges d'élite. C'est le cœur de notre métier, c'est la base de la base, c'est le service, c'est le savoir-être, c'est le savoir-faire de nos 400 concierges d'élite. On a 6 bureaux opérationnels dans le monde, Toronto, San Francisco, Miami, pour couvrir toute la plaque américaine. Et pour couvrir la plaque européenne, on est présent au Luxembourg, à Paris, dans le centre, dans le Marais, c'est plutôt très sympa, et à Lisbonne pour aussi couvrir toute l'Europe du Sud et les différentes langues qu'il faut couvrir. John Paul, c'est en plus de nos concierges, c'est également une centaine d'experts digitaux, dont on a parlé tout à l'heure, et des experts du marketing pour créer des expériences uniques, pour trouver les partenaires qui enrichissent nos propositions, pour trouver tout simplement comment construire les programmes sur mesure avec chacun de nos clients pour vraiment atteindre leurs objectifs. Donc voilà ce qui est la belle famille donc, de John du Paul. coup, c'est des piliers de digital, relations clients, marketing et puis sécurité, en gros. Oui, on peut le présenter. T'as l'opérationnel aussi. On peut le présenter un tout petit peu différemment. Donc la base et la noblesse du métier depuis l'origine, c'est toute la conciergerie. Et en fait là, les membres, le fameux C à la fin du B2B2C, peuvent faire toutes leurs demandes entrantes, nous téléphoner, et tant que c'est légal, on va trouver une solution pour répondre à leurs requêtes. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est entrant, et on est à disposition sur l'appel entrant, quel que soit le canal, téléphone, chat, mail, ainsi de suite. On a un deuxième pilier d'activité qu'on appelle le loyalty, et c'est tout ce qui est sortant. Et là, on est capable, toujours au nom de la marque, toujours marque blanche, de faire des newsletters, de faire des push notifs, de distribuer de l'actualité, qu'elle soit liée à la marque concert, ou que ça soit de l'actualité lifestyle, en disant quel est le super resto que personne connaît encore, mais qui va avoir 3 étoiles dans 6 mois, en disant où faire du shopping, en donnant des petits secrets de concierge. Donc on est capable de faire du sortant. Le troisième pilier, c'est finalement le croisement du sortant et du rentrant. Et on organise à peu près 300 expériences uniques par an, où les marques peuvent rencontrer leurs meilleurs clients et partager un moment d'exception et créer un lien unique à l'occasion de cette rencontre. Donc vraiment, il y a du push, du pull, du meet. Et tout ça se fait soit sur des canaux humains, téléphonie, ainsi de suite, soit sur des canaux digitaux, on a notre propre usine digitale, et on développe des applications spécifiques au nom de la marque. Ok, très clair. Et alors, donc les motivations pour les marques à se lancer dans les services de conciergerie, comment est-ce qu'elles faisaient avant? Elles n'en avaient pas ou elles les opéraient elles-mêmes? Elles n'en avaient pas à proprement parler, donc elles avaient un petit peu de service client premium, elles avaient des équipes marketing ou communication qui organisaient des événements, elles avaient des gens qui rédigeaient un petit peu en interne. Mais vraiment, ce concept de conciergerie est apparu il y a une 15aine d'années, notamment par le fondateur de John Paul, qui était à l'origine de ça. Et puis, un des précurseurs, ça a été Visa,
qui a très réduit la valeur ajoutée dans la relation client et dans l'émotion qu'il crée avec son client pour le fidéliser. C'est un de vos premiers clients, du coup? Ouais. Enfin, c'est historiquement, j'entends, pas en termes de volume. Alors, historiquement, complètement. Et également, au niveau opérationnel, on fidélise les clients des autres, on essaye de fidéliser les nôtres aussi. C'est bien, c'est mieux. C'est mieux. Et on a la chance d'avoir des gens comme Parnasse, comme Visa, qui sont avec nous depuis le début de l'aventure. Parnasse, c'est une belle histoire. Ils ont été créés en même temps que nous. Ils sont sur le service client d'élite, sur l'expérience ultra premium. Et c'est des gens qui grandissent en même temps que nous. On est très proches et on est très heureux de les voir grandir et réussir en même temps que nous. Ouais. Mais Parnasse, ils opèrent eux-mêmes ou ils passent par John Paul? Si vous êtes membre Parnasse, vous avez la possibilité d'accéder en plus du service Parnasse qui est très centré autour des services digitaux. Vous pouvez également accéder au service lifestyle de John Paul. D'accord, donc en fait ça peut être aussi un complément d'un dispositif existant. Absolument. On peut vous donner un autre exemple, c'est dans le monde du luxe et très hautes maisons de couture, du leader mondial qui a beaucoup de belles maisons. Ils ont une expérience humaine en boutique qui est absolument incroyable et ils ont été amenés, de par la concurrence, à créer un canal digital. Ok. Or, l'expérience digitale n'a rien de comparable. Si c'est juste un site web tout nu, n'a rien de comparable avec la qualité de ce que vous rencontrez en boutique. Et du coup, on accompagne ce grand client sur toute l'Amérique pour compléter l'expérience digitale par des canaux humains et que l'expérience de bout en bout, quand vous êtes parti sur le digital, soit équivalente en qualité, en relationnel à l'expérience en boutique. Comment vous faites ça? Comment on fait ça? Et bien, on a des gens... C'est mes secrets, je dis. C'est notre petit secret. Non, ce qui est intéressant, le seul point de petit secret que je peux vous donner, qui est hyper intéressant, c'est que la formation de nos concierges qui s'occupent de ce client est assurée à la fois par nous sur le savoir-faire et l'expertise du métier de concierge, et à la fois par le client sur la connaissance parfaite de tous les codes associés à la maison de concert. Oui, donc c'est vraiment un partenariat, vous devez créer une vraie synergie entre vous. Ouais, c'est le cas de tous nos programmes. On voit que les programmes qui marchent, c'est parce que les équipes John Paul et les équipes du client sont ultra investis ensemble au quotidien à atteindre le niveau de personnalisation et le niveau de qualité qu'on recherche ensemble. Oui, c'est pas juste vous n'êtes pas juste un sous-traitant qui envoyait vos factures à la fin du mois, quoi. Les quelques programmes qu'on a essayé comme ça marche pas. D'accord. C'est vraiment un engagement de la part de la marque à vouloir faire ça. Faut pas faire ça pour de la com, pour faire un POC. Il faut vraiment y aller de façon pérenne et engagée. Absolument, ouais. C'est vraiment un travail de partenariat. Et en fait, c'est B2B2C, mais les deux B, ils sont vraiment ensemble au service de l'expérience du cible final. D'accord. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui quand il y a une marque qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, j'aimerais mettre en place un service de conciergerie pour mes clients? La première question, c'est de comprendre pourquoi, dans quel objectif. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'enrichir un produit et la valeur d'un produit. On parlait de segmenter une gamme. On parlait de premiumiser. On parlait d'harmoniser l'expérience entre les canaux. On a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de se repositionner. Typiquement, on a vu beaucoup dans l'automobile des gens qui ont créé des gammes supérieures. Et cette gamme, il faut la positionner. Il faut la créer, donc il faut y associer les éléments du premium. Au-delà du fait que la voiture en elle-même est beaucoup plus quali, beaucoup plus premium, c'est toute l'expérience de bout en bout qu'il faut repenser. Et là, ajouter des services comme ce John Paul, c'est intéressant parce que ça aide à premiumiser cette relation. Vous pouvez avoir des problèmes sur certains touchpoints spécifiques. Je reprends deux exemples. L'exemple du luxe, il y a un touchpoint qui est critique, c'est le moment de la Fashion Week. Parce que c'est le moment où votre image et votre réputation se fait sur les plus gros influenceurs. Et c'est le moment où vos plus gros clients vont être chez vous, avec vous, et vont aller acheter tout ce que vous avez présenté. Et donc, si à ce moment-là, l'expérience du séjour à Paris n'est pas extraordinaire pour le VIP qui a été invité, non seulement vous ratez une partie de vos ventes que vous espériez pour la Fashion Week, mais en plus, l'effet de buzz, l'effet où toute l'année, le VIP va parler de son expérience, de son séjour à Paris, de cette Fashion Week, vous le ratez aussi, et ça, c'est encore plus gênant pour le long terme. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner les maisons de luxe, non pas à faire la Fashion Week, parce qu'elles savent le faire de façon excellente,
mais à choyer leur VIP tout au long de leur séjour à Paris pour que ce séjour soit une expérience inoubliable et extraordinaire. Et ce touchpoint-là, il est critique. Et dépenser de l'argent avec John Paul au moment de ce touchpoint pour qu'il soit absolument parfait, c'est vraiment de l'argent gagné. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels ce n'est pas viable? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé? Est-ce que, au final, j'ai envie de te dire, ta carte, oui, bah tu la payes tous les mois, tu la payes tous les ans. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de valeur, de durée de vie du client dans l'entreprise? Non, c'est une histoire de cohérence de gamme. Et typiquement, tu vois, je te parlais du mix entre le digital et l'humain. Plus tu vas être sur du ultra net worth, plus tu vas être sur de l'affluent, et plus dans le mix de services qu'on va créer ensemble, il y aura des canaux dits chauds ou des canaux humains. Plus tu vas descendre sur du mass affluent, et plus on va être sur des offres très digitales pour que le price point par membre puisse rentrer dans l'enveloppe par membre et que ça reste rentable pour la marque d'investir de l'argent avec nous. D'accord. Donc, une fois que la marque vous a confié quelle était sa motivation à lancer un service de conciergerie, effectivement, il y a la partie, il y a la partie financière, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres étapes avant de valider ou non le lancement. Oui, il faut compter 3 à 6 mois de travail pour vraiment définir le projet jusqu'au bout, définir quels sont les éléments de service qu'on va mettre dans le projet, quels sont les touchpoints qu'on va viser, quels sont les canaux de communication qu'on va mettre en place, quels sont les partenariats qu'on va offrir. Et ça, c'est énormément de travail. Il y a tout un travail digital pour comprendre comment la data va circuler du client vers nous pour qu'on sache quels sont ses clients, de nous vers la marque pour qu'on puisse faire les retours et suivre la performance du programme. Donc c'est 5-6 mois de travail. Ouais. Est-ce qu'on veut rajouter des expériences dans le programme? Est-ce qu'on veut mettre que la partie conciergerie? Est-ce qu'on veut rajouter des communications sortantes? Est-ce que ça doit être du push notif? Mais si c'est plutôt une base qui a 50, 60 ans, ça va pas être terrible et on va plutôt être sur du mail, voire sur du magalogue papier. On édite très très beaux catalogues en papier. Donc il y a tout ce travail de cohérence qui doit se faire, et les 2 critères principaux, c'est quels sont les membres qu'on doit servir, bien les comprendre, la cible, et quel est l'objectif de la marque en nous confiant un programme. Est-ce que la marque, elle veut réussir sa Fashion Week? Est-ce que la marque, c'est une marque automobile qui dit j'ai besoin de me premiumiser, ou est-ce que c'est une marque automobile qui dit moi, mon enjeu, c'est que les renouvellements de voitures ont lieu tous les 3 ans et j'ai que 40% de renouvellement fidèle à ma marque, et j'ai 60% de gens qui vont changer de marque de voiture à ce moment-là. Et j'aimerais passer à 50%. Le standard du marché, il est dans les 45%. Mais sauf que quand vous renouvelez 10% de vos voitures en plus dans votre propre marque, sur des volumes comme ça, c'est absolument monstrueux comme enjeu. Donc voilà, bien comprendre quel est l'objectif de la marque, bien comprendre quels sont les membres qu'on sert, et après, nous, on pioche dans tous nos savoir-faire, dans tous les métiers dont je t'ai parlé, pour créer le programme le plus adéquat avec la marque. Ok, et donc tu disais des services de conciergerie ou des expériences. Les services de conciergerie, qu'est-ce que tu assimiles à des services de conciergerie purs? C'est l'origine de notre métier, c'est la noblesse du métier. C'est tout simplement que les membres qui ont accès à ce service peuvent nous téléphoner n'importe quand et nous demander n'importe quoi, tant que c'est légal, on va leur trouver une solution. Et tu vas retrouver 2 grandes familles dans les demandes. Tu vas retrouver simplifiez-moi la vie au quotidien, et tu vas retrouver créez-moi des moments de magie. Simplifiez-moi la vie au quotidien, c'est j'ai besoin qu'on me trouve un taxi tout de suite. Je suis bloqué, trouvez-moi un taxi, il n'y a plus de taxi, c'est le samedi soir à Paris, c'est une galère, trouvez-moi un taxi. Ça peut être, on a eu des demandes toutes bêtes, on est en confinement, il y a Covid, mon bébé, il lui faut une poudre particulière, je la trouve plus dans la pharmacie, la plupart des pharmacies sont fermées, je peux pas y aller, trouvez-moi la pharmacie qui a la poudre pour mon bébé. Ok. On va lui trouver ça. L'autre volet, c'est créez-moi des instants de magie. C'est j'ai une demande en mariage à faire, aidez-moi à trouver des belles idées, aidez-moi à organiser, à mettre ma demande de mariage en place. C'est j'ai un anniversaire de mariage, c'est mes 50 ans de mariage avec mon épouse, et je voudrais recréer toute l'expérience
du moment où j'ai fait ma vraie demande il y a 50 ans. Et là, on va retrouver le restaurant, on va retrouver, des fois, on retrouve même les serveurs ou les gens qui bossaient là-bas à l'époque. On va réserver la table, on va remettre toute l'expérience. C'est organisez-moi mes vacances en famille. Mais alors maintenant, mon fils est grand, il bosse à Singapour. Et ma fille a divorcé, elle a des enfants, et c'est la semaine où elle a pas ses enfants, mais j'aimerais qu'ils soient là. Et je veux retrouver tout mon clan avec moi, et que tout le monde puisse venir de partout du monde et qu'on se retrouve. Organisez-moi ça. Ok, très clair. Et donc au final, tu m'avais pris notamment quand on avait préparé l'épisode l'exemple de la mobilité et donc savoir au final comment est-ce qu'on construit, comment on définit et on construit les services associés. Donc effectivement, tu dis premiumisation, refonte complète de l'expérience. Et là, il y a une énorme différence sur la mobilité. Est-ce que donc tu m'avais donné un exemple. Est-ce que tu pourrais redonner cet exemple-là aux auditeurs, s'il te plaît? Ouais, on revient dans le monde de l'automobile. C'est un secret pour personne que l'automobile est en train de traverser une transformation extrêmement profonde, en partie sur les types de propulsion, avec tous les enjeux écologiques, de l'hydrogène, de l'électrique, mais également, peut-être encore plus profonde, une transformation sur la façon dont les gens utilisent l'automobile. Et ma génération, malheureusement, à notre époque, avoir le permis de conduire et avoir une voiture, c'était une étape importante dans le fait de devenir un adulte et de devenir autonome. Aujourd'hui, les voitures sont de moins en moins consommées comme ça, et c'est plus consommé comme du SaaS. Et donc, c'est juste un élément de mobilité, mais c'est plus un élément de réussite. Et comment un constructeur automobile peut réussir à accompagner cette transition et faire que ces voitures, au lieu d'être un produit qu'il pousse et auquel le client est attaché, devient un élément d'une expérience complète de comment je me déplace. Et donc, typiquement, la voiture, elle permet de faire le segment corps, mais après, il faut une trottinette, et après, il faut entretenir la voiture, et après, il faut un vélo, et après, si ça se trouve, vous prenez votre voiture juste pour aller à la gare, mais ensuite, à la gare, vous prenez le train pour vous rendre à votre travail. Et comment vous faites que vous, en tant que constructeur automobile, finalement, la voiture devient juste un moyen, mais ce que vous vendez, c'est l'expérience de mobilité complète. Et là, intégrer les services de John Paul peut vous accompagner et peut être un élément qui vous aide dans cette transformation. On peut créer une application qui va être mise à disposition des clients. On peut négocier des partenariats avec des fournisseurs de mobilité, le train, la trottinette, et enrichir tout ça dans votre application où vous allez trouver de bout en bout ce qui vous permet d'être mobile de là d'où vous partez jusque là où vous voulez aller, et non pas juste les frontières aux portes de votre voiture, mais vraiment de chez vous à là où vous allez. Et on enrichit en plus tout ça pour que ça reste une expérience positive et émotionnelle de qu'est-ce que vous faites de votre déplacement, de votre mobilité. Typiquement, vous avez une voiture, et ben c'est pour aller au cinéma avec votre famille, c'est pour amener votre famille dans un parc de vacances et passer un moment super sympa avec eux. Et donc, dans l'expérience qu'on va proposer, on va également rajouter la façon dont je peux utiliser ma voiture. Donc, on va vous mettre des super promotions et des super réductions pour aller dans les hôtels du groupe Accor, parce que avec ma voiture, je pars en vacances avec ma famille. Donc, dans mon expérience de mobilité, je veux avoir des avantages pour passer les super vacances avec ma famille. Et alors, les marques, au final, elles viennent principalement vous voir pour, on va dire, résoudre un touchpoint particulier ou refondre une expérience de façon globale. On n'a pas un client qui ressemble à un autre. Ça doit être compliqué à gérer ça. Mais en même temps, très stimulant. C'est absolument passionnant. C'est la richesse du métier, et c'est ce que je te disais sur le temps qu'on passe avec nos clients en amont avant de signer et avant de lancer. C'est ça qui est fabuleux. Mais après, oui, au quotidien, des fois, j'ai quelques cheveux qui deviennent un peu plus gris chaque jour. mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui rend le métier fabuleux. Et donc, alors, attends, tu veux dire que ton cycle de vente chez John Paul, donc, on parlait de 3 à 6 mois tout à l'heure. Mais ça, c'est sur la définition même de ce que vous allez réellement mettre en place. Ouais. C'est après avoir signé. Non, parce que les clients... Déjà, nous, on n'est pas capable de faire un pricing finalisé tant qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre en place. D'accord. Parce que tu vois, on parle beaucoup d'amour, on parle de ça, mais à un moment, il faut aussi parler un petit peu d'argent. Ouais. Et c'est très difficile de faire un pricing tant qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre en place. Et puis, de toute façon, on ne peut pas lancer et on ne peut pas signer parce que dans le contrat, il a marqué, on marque tout ce qu'on va faire.
Donc le cycle de définition et le cycle de vente sont presque fusionnés. D'accord, ok. Très bien. Et justement, alors comment est-ce qu'on sait si notre service de conciergerie est rentable? Par définition, il est rentable. Fais-nous confiance. Non, plus sérieusement, il y a deux niveaux, deux grandes familles d'indicateurs qu'on suit pour analyser le ROI et la performance d'un programme. Le premier, c'est tous les indicateurs de performance que j'appellerais du quotidien. Typiquement, si tu veux premiumiser ta marque et que tu as mis un canal humain chaud et qu'il y a 4 minutes d'attente à chaque appel, ça va pas marcher. Donc, on prend des engagements qu'on appelle des SLA, Service Level Agreement, et on mesure au quotidien est-ce qu'on est bien dans ces niveaux de performance ou pas. Est-ce qu'on décroche bien tous les appels en moins de 30 secondes. Parce que sur un niveau très premium, tu veux pas attendre plus de 30 secondes avant que quelqu'un décroche. Et tout ça, on a des logiciels qui permettent à nos clients de suivre en temps réel nos performances. D'accord. Donc, évidemment, on a des copiles tous les mois, on suit tout ça, on analyse, on corrige. Mais en plus, c'est fait de façon complètement transparente et nos clients, les directions marketing, voient en temps réel sur un outil qui s'appelle ThoughtSpot. Ils ont des licences, ils se connectent, ils voient en temps réel est-ce qu'on atteint ou pas les objectifs de qualité et de performance de l'exécution du programme. La deuxième grande famille, et là on se rapproche, une fois qu'on a mis les bases en place, on se rapproche plus de ce qui serait une sorte de ROI, même si c'est pas de la finance, tu vois, c'est marketing. Et là on va suivre des indicateurs liés à l'objectif. On va énormément suivre la Customer Satisfaction, la NPS. Ça, on le suit de façon immédiate sur des enquêtes à chaud. On a des outils du type Get Feedback qui nous permettent, après chaque requête, après chaque événement, après chaque rencontre, d'avoir les retours individualisés de chacun des membres qui ont accès à nos services. Et il y a un truc qui m'intéresse. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu es sur un accompagnement premium plus, est-ce que les gens prennent le temps de répondre à ces enquêtes de satisfaction? Ou est-ce qu'ils en ont rien à taper et qu'en fait, ils voulaient avoir le service que tu leur as rendu, mais du coup, ils ont autre chose à faire que de répondre à ton enquête de satisfaction? Non, ils répondent beaucoup. Je sais pas si c'est parce que c'est un service premium. Je pense que c'est parce que c'est la prolongation de l'échange qu'on a eu avec eux. Il y a un vrai contact humain, il y a un vrai truc qui se crée quand un de nos concierges échange avec un de nos membres. Au-delà même du service qui est rendu, il y a une émotion, il y a une connexion qui se fait. Et du coup, dans la prolongation de ça, on reçoit beaucoup de retours, y compris les verbatims. Je sais pas toi, mais en général, moi, quand je remplis les questionnaires, je clique, je mets 5 étoiles, 4 étoiles, hop, et la petite case rajouter un commentaire, je la remplis jamais. Nous, cette case, elle est très souvent remplie. Et on a énormément de verbatim, soit très positives, ce qui fait très plaisir, soit très factualisées sur ce qu'ils auraient aimé qu'il se passe mieux. Et ça nous permet d'améliorer en permanence. Ça nous permet aussi de rappeler tout de suite et de corriger tout de suite sur ceux qui ont eu un problème. Tu vois, pas juste dire, il y a eu un problème, je le remonte dans l'analyse qui va être revu en Comex 6 mois après et les 80% de cas les plus fréquents vont être corrigés. Non, pas du tout. Si un de nos membres a eu une dissatisfaction, a eu une déception, qu'elle soit de notre faute ou pas, on va immédiatement le rappeler, on va immédiatement proposer une solution, on va immédiatement rattraper le coup. Et ça, effectivement, c'est typique du premium. Et est-ce que tes concierges d'élite ont un portefeuille de clients? Comment est-ce qu'ils se répartissent? C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que client, j'ai mon concierge attitré, ou ça dépend peut-être du programme? Alors, le concierge attitré, individualisé, on est vraiment sur quelques programmes de ce qu'on appelle les ultra high net worth. Pour caricaturer, il faut être milliardaire. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de tous nos membres. Après, on a une segmentation par programme. Donc, certains programmes, notamment les programmes qui sont assez gros, ont un groupe de concierges qui ne s'occupent que de ce programme-là. Comme sur un plateau de outsourceur de relations clients, où du coup, à un moment, ton client est tellement important que tu as 10 personnes qui s'occupent full-time de ce client-là, des clients de ce client. Okay. Ouais, sauf qu'on est à plus de 10 personnes, mais c'est exactement cette logique. L'autre logique de regroupement des équipes, c'est plus sur les types de demandes. Donc, tu vois, pour te donner un exemple, je te disais, on a beaucoup de demandes autour du voyage. Et on a notre propre agence de voyage en interne.
D'accord, ok. Et donc, il est tout à fait possible, lorsque vous nous appelez pour un service, que vous demandiez un voyage et que votre concierge vous dise « pas de problème, je m'occupe de tout ». Mais après, il va aller travailler avec notre propre agence de voyage en interne. On a une équipe de billetterie, on a beaucoup de demandes. Il faut un billet d'opéra ou 2 billets, parce qu'en général, on n'y va pas tout seul, mais 2 billets d'opéra pour ce soir sur un programme qui est complet. Il n'y a plus de place depuis 3 mois. On va vous trouver les places, on va organiser tout ça, et une demi-heure après, vous arriverez à l'opéra et vos places vous attendront. Donc, on a une équipe, ils ont un petit nom sympa, on les appelle les TICS, comme tickets. Et on a une équipe qui fait que ça. On a une équipe qui est spécialisée dans les restaurants et qui connaissent très très bien tous les restaurants, qui peuvent vous débloquer des tables là où c'est compliqué d'avoir des tables, et qui peuvent beaucoup vous conseiller sur les petits restos sympas où aller en fonction de votre besoin. Ok, très bien. Et quels sont les autres éléments qui permettent d'apprécier la rentabilité, alors qu'elle soit quantitative ou qualitative, du dispositif de conciergerie? Alors, encore une fois, on va retomber sur le fait que chaque client est différent, chaque demande est différente. Donc typiquement, si vous voulez intensifier les touchpoints, parce qu'entre 2 touchpoints de votre propre expérience client, il y a une période trop grande qui se passe. Je reviens à l'automobile. L'automobile, vous achetez votre voiture, puis vous n'avez plus aucun contact avec la marque. Vous allez la faire réviser, ce qui n'est pas le touchpoint le plus sympa, puis vous n'avez plus aucun contact. Et après, s'il y a un peu de bol, vous allez racheter votre voiture. Donc dans l'automobile, on cherche énormément à multiplier les touchpoints d'entre-temps. Et bien là, on va tout simplement mesurer la fréquence et l'intensité des touchpoints qu'on a réussi à créer en plus. Donc le nombre de connexions, le nombre de visites, le nombre d'achats des services qu'on propose. Mais après, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Je te parlais tout à l'heure du monde du luxe, où on a enrichi le canal digital pour qu'il soit au même niveau de premiumisation que le canal humain. Et ben, on est autorisé à conclure des ventes. Ah, ok. Et là, vous avez une mesure très rapide, très directe du ROI, qui est combien de ventes John Paul a pu finaliser en mon nom pour moi sur mon canal digital. Et je vois qu'ils accompagnent de mieux en mieux, de plus en plus, et qu'ils arrivent à la conclusion. Et donc là, j'ai une mesure qui est vraiment presque un ROI. Oui, ça dépend vraiment des ambitions de la marque, des services qui ont été associés, et enfin du cahier des charges en fait que vous avez défini au départ. Absolument. Et puis c'est la magie du marketing, c'est-à-dire que c'est difficile. On sait qu'on contribue à la réussite. On est capable de voir si nos indicateurs sont bons ou pas bons. Mais il n'y a pas que nous. C'est essentiellement la marque avec son client. Et donc c'est difficile de s'approprier un succès. Alors un échec c'est toujours notre faute, mais un succès c'est difficile de se l'approprier. Parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses qui sont faites par la marque que nous, on est juste une modeste contribution en plus et on essaye d'apporter tout ce qu'on peut en plus. Mais je reprends l'exemple du luxe. Si les ventes Internet qu'on arrive à compléter, et là, les indicateurs sont très très bons, mais jamais, j'irais dire que c'est grâce à John Paul qu'une aussi belle maison fait ses ventes. C'est juste qu'ils ont un produit magique, qu'ils ont une image incroyable. Et nous, on est un modeste chaînon dans cette maille. Une modeste maille dans cette chaîne. Et on n'est que lundi, hein. Oh là là. Oh punaise. Ok, alors très clair. Est-ce que tu peux me dire ce dont tu es le plus fier chez John Paul? Des équipes. On a des équipes extraordinaires. Tu vois, je pense que tu as ressenti, on a un métier qui est très haute couture, qui est très refait pour chacun des clients, où la qualité du contact entre mes équipes et les membres fait toute la différence. Et ouais, on a des équipes de dingue, on a des gens extraordinaires. Comment tu fais pour que cette qualité elle soit maintenue et pour que lorsqu'il y ait des nouveaux collaborateurs et des nouveaux concierges qui arrivent, en fait, ils soient alignés sur l'objectif, la façon d'exécuter, et le positionnement de John Paul concrètement? On est très vigilant dans le recrutement. On investit énormément dans la formation. Et puis, il y a un petit côté contagieux ou famille, et où finalement, les meilleurs vecteurs de transmission de ces valeurs et de cet ADN, c'est les équipes elles-mêmes qui passent de génération en génération cet ADN particulière. Ok, très clair. Et à l'inverse,
quels sont pour toi les axes d'amélioration? Qu'est-ce qui resterait encore à faire? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez sans trahir de confidentialité ou quoi que ce soit? Mais quelles sont tes prochaines étapes? On a tout cet arbitrage entre je garde la magie, je garde l'aspect humain, je garde l'unicité du service, je garde l'initiative de chacun. Et en même temps, je mets les process et les outils qui permettent à chacun d'être encore plus performant et encore plus efficace. Et c'est un exercice qui est très difficile parce qu'il faut en permanence améliorer, enrichir, donner plus d'outils. Et en même temps, il faut jamais casser cette inspiration humaine. Oui, donc c'est vraiment le mix entre humain et digital et comment tu restes à l'équilibre, sachant qu'à la base, tu t'es positionné sur un service qui est entièrement basé sur l'humain, historiquement parlant, j'entends. Exactement, mais comme on est de plus en plus gros, qu'on a des niveaux d'exigence de plus en plus élevés, qu'il faut de plus en plus suivre les ROI, les KPIs, que les temps de réponse sont de plus en plus courts, que nos clients sont de plus en plus habitués à utiliser les outils digitaux, on est obligé également d'aller dans cette... alors le mot industrialisation est pas beau, mais en tout cas outillage sans casser l'humain. Et ça, c'est un challenge permanent. Donc ça, c'est une tendance que vous avez observée. John Paul, ça existe depuis combien de temps? Je ne sais pas si on l'a déjà dit. 13-14 ans. Ok, donc depuis 13-14 ans, le comportement et la volonté des marques a changé en gros dans leur brief. On ne retrouve plus les mêmes éléments qu'il y a 10 ans. Ouais, notamment parce que beaucoup de marques ont un enjeu, c'est comment conquérir les futurs clients premium, qui finalement sont les générations un peu plus jeunes et qui sont des générations très digitales. Donc aujourd'hui, les gens qui ont un gros pouvoir d'achat, c'est plutôt des gens qui ont une cinquantaine d'années. Mmh. Mais les pouvoirs d'achat de demain, c'est des gens qui ont 25-30 ans. Et ceux-là ont une appétence au digital qui est extrêmement différente. Et si c'est pas maintenant qu'une marque va les recruter, qu'une marque va se positionner sur eux, elle les aura ratés pour le moment où ils seront devenus des membres premium. Et en plus, on a quand même été, enfin je dis on parce que du coup je suis dans cette tranche-là, pardon. On a été biberonné au service on demand, tu vois, clairement. Donc et je dis moi et encore, je pense qu'il y a bien pire que moi, mais forcément pour nous ça devrait être fluide et toutes les marques devraient faire ça. Il y a des non-sens aujourd'hui qu'on ne comprend tout simplement pas, quoi. Bien sûr, et tout ce qu'on va te proposer, que nos concierges vont te proposer, aujourd'hui, tu les auras vérifiés et tu auras contre-checké sur Internet. Il faut qu'on ait ça. Aujourd'hui, sur Internet, tu as ton information en 2 millisecondes quand Google est fatigué. Tu peux plus comprendre qu'un concierge mette une semaine. Oui. Donc, on a vraiment tous ces enjeux-là. Gros challenge. Vous êtes combien de collaborateurs? Tu dis qu'il y a 400 concierges? Ouais, on est un peu plus de 500. D'accord, ok. Et tes interlocuteurs principaux chez les marques, c'est les équipes marketing. C'est elles qui vous sollicitent principalement. Ouais. C'est vraiment le donneur d'ordre principal, c'est les directions marketing. De temps en temps, les directions commerciales. D'accord. Même si on est plus souvent en fidélisation qu'en conquête, mais on a de plus en plus de cas où c'est les directions commerciales qui viennent nous voir. Et puis après, dans le quotidien, on a les directions informatiques, on a les directions de la sécurité, avec qui on interagit beaucoup. Les directions financières, bien évidemment, qui m'ont quand même vérifié que et là, tout ce que je raconte je ne suis pas certaine que tu puisses leur dire ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais si, crois-moi, t'inquiète pas, c'est rentable. si, pas sûr que tu lui dis ça à un DAF. J'essaye, et ils font comme toi, ils me disent d'accord, mais concrètement, donne-moi les éléments, comment tu mesures. Donc tu pourrais être DAF, tu vois, t'as les bons réflexes. Très clair. Et ok, très bien. Est-ce que il y a un dernier sujet que tu voudrais aborder sur ce que vous faites chez John Paul? Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Est-ce qu'il y a un point sur qu'on n'aurait pas forcément abordé? Non, je pense qu'on a été assez complet. Vraiment, venez chez John Paul avec l'idée qu'on peut aider ou on peut être un élément qui va contribuer à créer une émotion et un attachement émotionnel entre votre marque et vos clients pour la durée. Et après, on va définir le projet ensemble, on va travailler ensemble, on va regarder quel est l'objectif précis.
mais c'est vraiment un investissement dans le lien émotionnel entre vos clients et vous, et c'est sans doute la meilleure façon de garder et de choyer et de chouchouter ses clients. Et il y avait un sujet qu'on avait abordé en préparation d'épisode, c'était au final, à partir de quel moment tu te dis, est-ce que c'est quelque chose que je garde en interne versus est-ce que c'est quelque chose que je construis avec un partenaire dont c'est l'expertise, et à quel moment d'un point de vue économique aussi ça peut se ressentir et c'est plus avantageux d'aller directement chez John Paul. La première chose, c'est qu'en allant chez John Paul, vous allez chez des gens qui ont déjà en place tous les outils, tous les métiers, tous les savoir-faire et tous les retours d'expérience. Donc le gain de temps, et souvent le temps est critique, donc le gain de temps est le vrai premier facteur clé. Le deuxième élément, c'est que ça va finalement vous revenir un peu moins cher, parce que certains éléments peuvent être mutualisés. Typiquement, mon outil de CRM, s'il y a 15 clients qui s'achètent un CRM, ou moi qui achète une fois le CRM, bah, il y a un 15e du prix qui s'envole. Enfin, il y a 14 15e qui s'envolent. Donc, financièrement, vous allez vous y retrouver. Et puis surtout, vous allez acheter exactement ce qu'il vous faut. Puisque je vous ai parlé des 3 à 6 mois qu'on passe ensemble à définir le projet. Au final, vous achetez que ce qu'il vous faut. Donc, j'ai plutôt tendance à recommander d'externaliser le système, à venir chez nous. Après, à très long terme, une fois que c'est vraiment devenu un enjeu majeur, est-ce que vous pouvez internaliser? Pourquoi pas? Ah oui, donc du coup, ce serait plus la boucle inverse de dire je commence par sous-traiter et à la limite, même si c'est pas ce qu'on recommande évidemment, rebasculer et internaliser. Mais la question, elle se pose aussi sur le nombre de clients minimum. À partir de quel nombre de clients ou quel nombre d'interactions tu commences à te poser ce genre de questions? Je te parle de manière générale, pas forcément pour rentrer chez John Paul. Alors, comment je fidélise et comment je crée un attachement émotionnel entre ma marque et mes clients? Je pense qu'à partir de 2 clients, tu dois commencer à le faire, voire même un seul client ou un seul membre. Mais ça, c'est toutes les directions marketing qui le savent très bien. Quand est-ce que tu commences à te dire j'ai besoin des services de John Paul peuvent être pertinents pour moi? Plus tu vas être sur le premium, le ultra high net worth, et plus le nombre de clients dont tu as besoin pour que ça devienne intéressant est petit. Donc, typiquement, tes Porsche ou tes Aston Martin, avec très peu de clients, t'as un tel espace de valeur que tu peux rajouter ces services dedans. À l'inverse, si tu es sur plus du haut de gamme mass affluent ou du affluent, on a des clients qui ont 500-600 000 membres. Waouh. Ouais. Donc, on a des clients qui ont 10 membres et on a des clients qui ont 500-600 000 membres. Eh ben, disons que ça fait du monde à s'occuper. Et est-ce que, comme finalement un peu sur le modèle économique des salles de sport, est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas les services de John Paul alors qu'ils y ont le droit? Il y en a, et c'est aussi un de nos enjeux, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait la communication sortante. C'est que une des utilisations de la communication sortante, c'est comment on rappelle aux gens qu'ils ont accès à ce service. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'ils les utilisent pas finalement? Alors, soit parce qu'on est en B2B2C, et la communication sur le fait que le service est disponible n'est pas toujours bien faite. Typiquement, d'une banque à l'autre, il y a des banques qui vont très très bien parler des services, et les conseillers en agence vont très bien parler des services de conciergerie. Et il y a des banques qui vont avoir, ou les conseillers en agence vont avoir d'autres priorités, vont essayer de vendre des produits d'assurance, vont essayer de vendre des choses en plus. Et l'interaction que tu as avec ton client final est très courte, et c'est la priorité de qu'est-ce que tu mets dans ce temps d'échange que tu as avec ton client. La deuxième chose, c'est que parfois les gens ont peur que ça soit payé en plus, alors que leur marque leur a déjà payé le service. Et qu'en général, quand ils utilisent nos services, non seulement le temps de mes équipes a déjà été offert par la marque, mais en plus, mes équipes vont lui trouver des super bons deals. Donc, on a la chance d'appartenir au groupe Accor. Quand tu utilises nos services, tu peux être sûr que si tu veux un bel hôtel, on va prendre très très bien soin de toi, et la maison Accor saura t'accueillir très bien, mieux que ce que tu aurais trouvé toi-même. D'accord, ok, très clair. Olivier, dis-moi. Quelle est ta meilleure expérience client?
s'il te plaît. Je- C'est le moment, là. C'est le moment. C'est le moment. Ah, écoute, un moment qui m'a beaucoup touché, c'était au moment du confinement. Et finalement, on a eu pas mal de membres dont les enfants étaient coincés. Ils étaient partis faire leurs études à l'étranger. Et ils ont vu arriver le confinement. Ils ont essayé de rentrer. Ils n'ont pas pu rentrer. Puisque les avions, les aéroports étaient fermés, tout était bloqué. Ils nous ont appelés et on a réussi à rapatrier les enfants de certains de nos membres pour qu'ils passent les 6-8 mois de confinement en famille plutôt que coincés tout seuls dans une chambre étudiant à l'autre bout du monde. Et quand on arrive à faire ça, ouais, ça donne beaucoup de sens à notre métier et c'est des moments dont on est très fiers. Bah, surtout peut-être qu'au début, tu vois, on s'attendait à ce que ça dure 3 semaines et au final, quand tu regardes quelques mois après, tu dis, bah, on a quand même bien fait de les rapatrier parce que, ok, 3 semaines, c'est tolérable. Vu le temps que ça a duré, ouais. Je pense que l'émotion, elle revient en plus et elle est décuplée, quoi. Ouais. Puis voilà, c'est la famille, enfin, c'est des moments importants. Donc ça rend très très fier de faire le métier qu'on fait et très heureux de le faire. Et quelle est ta pire expérience client? Pire expérience. Voilà, c'est plus à titre personnel, c'est avec mon assureur, parce qu'il y a eu un dégât des eaux chez mes parents. Et c'était une vraie catastrophe, et on n'a pas de nouvelles, et on nous promène, et on nous fait remplir 150 formulaires, et à chaque fois qu'on rappelle, on nous fait reprendre le dossier à zéro. C'est une boucherie, et c'est très énervant. Et carrément le terme boucherie. C'est intéressant. C'est rare qu'on utilise ce terme-là, mais il peut être très approprié. Ouais. Très clair. Et dernière question, Olivier. Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relations clients sur ce podcast? Qu'est-ce qui t'intéresserait de découvrir? Je dirais peut-être Xavier Drilon sur un enjeu très digital. Xavier Drilon, c'est l'ancien patron d'Ouverture et l'ancien patron de Sigfox, et qui aujourd'hui a créé une start-up qui est complètement focalisée sur la privatisation des données et l'utilisation des données. Comment tu donnes ton consentement en ayant donné un vrai consentement, mais en ayant donné le moins d'informations possible et en ayant une solution pour que ces informations ne soient pas stockées et ne soient pas piratables. Et je pense que les données personnelles, c'est le vrai enjeu de demain dans les relations digitales. Et il a une vision qui est assez intéressante. Ok, très clair. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Parfait, Olivier. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'en découvrir plus sur John Paul. Je n'ai jamais bénéficié de vos services, mais qui sait, peut-être que je ferai partie du coup de la nouvelle cible de ces marques qui du coup veulent toucher le futur en tout cas. Et avec grand plaisir, j'essaierai. Eh ben, on sera ravis de prendre soin de toi. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager et à échanger avec toi sur ces sujets que je trouve passionnants. Bon, eh ben écoute, avec plaisir, Olivier. Très belle journée et à très vite. Merci Marine, à très vite. Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye!